Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de la Santé supervise donc l'implémentation d'un nouveau système de plateforme de gestion appelé DHIS2. Et au Burundi, l'Organisation des Nations Unies alerte sur une flambée du paludisme. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a supervisé ce matin les travaux d'implémentation d'une plateforme de gestion de données basée sur le web communément appelée DHIS2. En effet, le ministre de la Santé envisage de mettre en place une plateforme digitale de données basée sur le web qui est destinée donc au renforcement du système d'information sanitaire et ce en vue d'améliorer l'accessibilité, la promptitude et la qualité des données sanitaires du pays. Il faut rappeler que ce projet de numérisation des données découlait des instructions du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au ministre de la Santé afin de faciliter la collecte de données en temps réel sur toute l'étendue du territoire. Cela va permettre, a-t-il dit, de mieux protéger la population à des éventuels risques sanitaires. C'est dans cette optique que le gouvernement a mis en place l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État qui a pour mission d'interconnecter toutes les administrations du pays et les héberger dans un data center. Développé par l'université d'Oslo, cette plateforme DHIS2, District Health Information Software, est adoptée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde, dans une quarantaine de pays en Afrique. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a rappelé que ce processus de modernisation du système d'information sanitaire permettra de disposer d'un outil d'analyse et d'aide à la décision sur la base d'indicateurs clés qui sont fiables. Cette innovation permettra, a-t-il dit, d'avoir accès en un clic à l'information sanitaire en temps réel. Former l'ensemble des personnels sur l'utilisation de cet outil qui est un système d'information sanitaire. C'est très important, c'est pas une application, mais c'est plutôt un système d'information sanitaire. Ce projet-là va continuer, va durer très longtemps, va durer beaucoup de temps, parce que le DHIS2 est très très long à mettre en place. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons quand même commencé, nous sommes arrivés à un certain niveau et nous comptions continuer jusqu'au bout sur ces projets pour qu'on puisse avoir au moins des données de qualité et des données vraiment en temps réel. Ce qui nous permettra, pour nous c'est très important parce que les informations, les statistiques sanitaires, c'est vraiment l'outil décisionnel. C'est pour pouvoir améliorer l'état de santé de notre population. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de santé, le paludisme notamment. Il y a quelques mois, plusieurs cas de cette maladie ont alerté le gouvernement. Par la suite, le ministère de la Santé a mis en œuvre un plan efficient de lutte contre cette maladie pour la période 2019-2020. Des efforts considérables ont été consentis pour renforcer la réponse à l'épidémie afin de faire de Djibouti un pays exempt de paludisme. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Près de 11 000 cas de paludisme ont été répertoriés en mars 2019. Chaque année, notre pays est confronté à des recrudescences épisodiques du paludisme face auxquelles le département de la santé a engagé une lutte multiforme pour enrayer la propagation du virus. Dans la capitale, les urgences des hôpitaux et des polycliniques sont complètement submergées malgré l'augmentation des effectifs pour répondre à une hausse exponentielle de fréquentation dans ces centres. Nous avons remarqué une augmentation exponentielle du nombre de cas de paludisme, voire du paludisme simple et des cas de paludisme grave, et ça se répercute dans tous les polycliniques de ce pays. Donc le nombre de personnels, que ce soit les laboratoires ou bien les cliniciens, ont été augmentés, les médecins et les infirmiers aussi ont été mis en place pour faire face à cette situation. La multiplication des moustiques vecteurs du paludisme est favorisée par la pollution et dégradation de l'environnement causée par les eaux stagnantes, les fosses septiques à ciel ouvert, les déchets solides dispersés sur le sol, les vieux pneus et des carcasses de voitures stationnées dans les différents quartiers. Dès le lendemain de sa nomination à la tête du département de la santé, le nouveau ministre Mohamed Ouassama Diriye s'est attaqué à ce dossier brûlant relatif à la lutte anti-paludique.
Le département de la santé s'est empressé de constituer des stocks stratégiques, des tests de diagnostic rapides, les TDR, des médicaments antipaludiques ainsi que de tous les intrants nécessaires afin d'endiguer la flambée du paludisme. Tout d'abord, le nouveau ministre a mené une série de concertations avec les différentes parties prenantes afin d'évaluer l'ampleur de cette situation épidémique préoccupante. Par la suite, le ministre a réuni le comité multisectoriel en charge de la lutte contre le paludisme qui se compose entre autres du ministère de l'Intérieur, des services de la voirie, de la mairie de la ville de Djibouti, des conseils communaux, du ministère de la Solidarité nationale, du ministère de l'Agriculture chargé de l'eau, des services de santé des corps armés et de sécurité, des organismes paramédicaux comme la CNSS et des représentants du secteur privé. La première priorité à laquelle je me suis assujetti le jour même de ma prise de fonction au ministère de la Santé est celle de la riposte à l'épidémie de paludisme qui demeure une préoccupation majeure de santé publique dans notre pays. C'est donc dans ce contexte particulier que se tenait la revue de performance du programme de lutte contre le paludisme. Les principales recommandations ici de cette revue s'articulent autour de l'actualisation des lignes directrices en matière de traitement, la couverture universelle. Pour ce qui est de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticides et enfin la sensibilisation, l'information, l'éducation et la communication. Actuellement, la courbe d'incidence des cas avérés de paludisme tend à la baisse. En mai 2019, le nombre des cas positifs est passé sous la barre de 3000 patients atteints du paludisme. Cependant, ce succès relatif obtenu à court terme ne doit aucunement occulter l'endémicité patente du paludisme qui guette le pays, surtout pendant les saisons fraîches. Bien que cette première bataille ait été remportée, le ministère de la Santé entend poursuivre son plan de riposte pour gagner la guerre, pour prétendre éradiquer totalement et durablement le spectre du paludisme sur notre pays. Et dans l'actualité également, une forte délégation conduite par Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'Équipement et des Transports, a parcouru la route nationale 1 jusqu'à la frontière du Galafi afin de constater le démarrage des travaux de reconstruction de la route. La délégation était composée de l'ambassadeur de Djibouti, donc de l'Éthiopie dans notre pays, du sous-préfet de Dikil, de l'honorable député de Yoboki, ainsi que les responsables de l'agence djiboutienne de route qui est le maître d'ouvrage délégué des projets des corridors. La délégation a pu constater en premier lieu l'évolution des travaux de la base de vie de la jointe venture Dai Nippon Toda Corporation qui est installée dans la localité de Dagiro dans la région de Yoboki. Ensuite, la délégation a constaté l'évolution des travaux de scarification de la chaussée existante qui constitue un point de départ d'un vaste programme de l'élévation du niveau du service du corridor Djibouti-Éthiopie lancé par le ministère de l'Équipement et des Transports sous l'impulsion du président de la République. Il est à rappeler donc que la section financée par la République du Japon commence par la localité de Dagiro jusqu'à la ligne blanche au-delà du poste frontalier de Galafi. La jointe venture Dai Nippon Toda est chargée de réaliser les travaux et le bureau Yoshio Engineering Company supervisera les travaux sous le contrôle de l'agence djiboutienne de route. Enfin, la section d'Ikil Doudoubalala sera réhabilitée par l'ADR avec les équipements récemment acquis à travers le gouvernement japonais, comprenant en plus des engins de génie civil, une centrale donc de production d'enrobés à chaud et de concassage déjà installée à Dikil. Et nous restons dans le sud du pays. Dans le cadre de la mise en place du système biométrique à Djibouti, le comité technique en charge du suivi de la bonne exécution de ce projet, conduit par le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama, s'est rendu hier à Ali Sabié. Cette visite donc est la 4e étape d'une large tournée régionale qui durera 5 jours et dont l'objectif est d'examiner les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités du système d'état civil à Djibouti.
Dans cette tournée, Ahmed Omar Jama a été accompagné d'une forte délégation comprenant notamment la maire de la ville de Djibouti, la représentante du FNUAP à Djibouti, le secrétaire général du ministère délégué du secrétariat d'État donc à la décentralisation, le directeur général adjoint de la CNSS, ainsi que de hauts cadres de plusieurs départements ressources impliquées dans la mise en place du registre national des personnes physiques tel que le ministère de la Justice. À savoir que dans l'état actuel, le système d'état civil présente des fortes lacunes qui impactent aujourd'hui la vie de nombreux individus qui échappent encore au système d'enregistrement des naissances, notamment les enfants nés dans des zones rurales reculées ou celles qui n'existent pas encore de centre d'état civil fonctionnel. C'est l'objectif même de cette tournée des régions à l'issue de laquelle toutes les recommandations seront réunies donc et appliquées afin de garantir un système d'état civil fiable et d'assurer ainsi la réussite du projet de mise en place du système biométrique. Et nous allons parler donc des préparatifs de la Eid al-Adha qui sera célébré donc dans quelques jours. À cette occasion donc la radio-télévision de Djibouti, la RTD, a hier soir donc lancé les préparatifs de la Eid. Une soirée donc qui s'annonce haut en couleur où les musiciens donc ont lancé des répétitions musicales et avec les techniciens en toile de fond pour inspecter un dernier check-up de la console et les équipements sonores. Tout cela dans une ambiance festive, un prérequis nécessaire au public. Et suite à la réunion de concertation qui s'est tenue entre, donc, d'une part, les hauts cadres du secrétariat d'État à la jeunesse au sport et les directeurs des CDC d'autre part, séance de sensibilisation sur le lancement d'un programme de plantation d'arbres sur toute l'étendue du territoire, battent donc leur plein dans les CDC des quartiers 3, 5, Wahledaba, Cheikh Moussa, dans la journée du 7 août dernier. Et après une mise au point des choix d'options et des axes de stratégie lors de cette réunion de réflexion qui s'est déroulée au secrétariat d'État à la jeunesse au sport, entre donc les différents acteurs concernés, l'heure est désormais à l'action sur le terrain pour mener à bien cette noble mission dont la portée donc est en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique qui est une évidence scientifiquement concordante. Cette action de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme ambitieux du gouvernement visant la plantation de 4 millions d'arbres sur tout le territoire de la République de Djibouti. Ainsi, les centres de développement communautaire sont désignés pour jouer un rôle clé dans cette campagne de sensibilisation nécessitant l'implication massive des forces vives de la nation pour contribuer aux efforts permettant d'atteindre les objectifs les objectifs que s'est fixé le gouvernement. Il s'agit donc avant tout de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes la vitalité de l'arbre sur la triple dimension écologique, biologique et culturelle à l'aide de séances de projection de documentaires. Et en nouvelle du monde à présent, l'épidémie du paludisme sévit au Burundi, 1800 morts selon l'ONU. Le paludisme donc, qui a tué plus de 1800 personnes au Burundi cette année, a déclaré l'agence humanitaire américaine un nombre de victimes égal à une épidémie mortelle d'Ebola en RDC voisine. Dans son dernier rapport de situation, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que 7,7 millions de cas de paludisme avaient été enregistrés au Burundi en 2019, un chiffre à peu près égal à la moitié de sa population. Au total, 1801 personnes sont décédées des suites de la maladie provoquée par les moustiques au Burundi entre le 1er janvier et le 21 juillet, a déclaré l'agence. Le minuscule pays de 11 millions d'habitants de la région des Grands Lacs africains n'a toujours pas déclaré de situation d'urgence nationale, bien que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, ait déclaré que l'épidémie avait atteint des proportions épidémiques en mai. L'OMS a enregistré près de 220 millions de cas de maladies parasitaires en 2017, avec un nombre de décès estimé à 435 000. Plus de 90% des cas de paludisme et des décès en ont eu lieu. Uber essuie une perte record de 4,7 milliards d'euros. C'est une perte record pour Uber, le leader mondial des applications de services de transport. La société a perdu près de 4,7 milliards d'euros au deuxième trimestre de l'année en cours.
Une annonce immédiatement sanctionnée à la bourse de New York. Son cours a chuté de 12% dans la foulée. La croissance de l'entreprise, quant à elle, tourne au ralenti avec une hausse des chiffres d'affaires de 14% contre 20% en début d'année. Des mauvais résultats liés à des dépenses importantes. Uber est contraint d'investir massivement dans la publicité et en recherche et développement pour tenter de conserver ses parts de marché face à la concurrence. Sur un an, les dépenses de l'entreprise ont doublé. Elles sont aujourd'hui chiffrées à plus de 8,5 milliards de dollars. Donald Trump a dit donc, je cite, « Notre problème n'est pas la Chine, c'est la réserve fédérale ». Le président américain, en campagne pour sa réélection, a de nouveau mis la pression maximale sur la Banque centrale américaine, la Fed, mercredi, alors que les négociations commerciales avec Pékin piétinent et que les marchés financiers vacillent. M. Trump a réitéré donc mercredi dans une longue série de tweets ses diatribes contre la Fed, exigeant qu'elle réduise les taux plus vite et plus fort et la traitant d'incompétente. Depuis un an, Donald Trump ne cesse de critiquer la Fed. Malgré le geste d'assouplissement monétaire intervenu le 31 juillet dernier, quand la Fed a baissé les taux d'0,25 de point de pourcentage, l'hôte de la Maison-Blanche a redoublé ses pressions vu les difficultés dans les négociations commerciales avec la Chine. Dans la foulée, Pékin a laissé glisser le yuan lundi en dessous de la barre des 7 yuan pour $1 pour la première fois en une décennie et surtout fait savoir qu'il n'achèterait pas de produits agricoles américains comme il l'avait promis. Et enfin, en Grèce, le chômage à son plus bas niveau depuis 2011. L'économie grecque se redresse. Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 2011. En mai 2019, celui-ci s'élevait à 17,2%. Au plus fort de la crise, le pic a été atteint en février 2014 avec un taux de chômage qui atteignait les 24%. Cependant, ce chiffre reste toujours très élevé en comparaison avec la moyenne de l'Union européenne qui est de 6,1%. Chez les jeunes, le taux de chômage a lui aussi fortement diminué, passant de 38,9% en 2018 à 33,8% cette année. Néanmoins, un tiers des jeunes grecs sont toujours sans emploi. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.